Liane Logan, bonjour. Merci de nous accueillir à la base aérienne de Payerne, plus précisément au musée de Clindel. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Bonjour, merci pour la visite aussi. Liane Logan, IMG, état-major général. Ça fait longtemps que je suis là, plus de 35 ans. J'étais directeur d'Air14 en 2014, j'ai fait R04 avant, pilote de chasse, j'ai volé sur Vampire, sur Tigre, sur Mirage, sur F-18, PC-7 maintenant encore. Et puis je suis actuellement chef des relations internationales aux forces aériennes. En tant que directeur, justement, vous le disiez, vous étiez directeur d'Air14. Vous avez accueilli 400 000 personnes. Vous attendiez à autant de gens qui répondent présents ces jours-là? Alors bon, on parle du passé un peu, on va dire un petit peu oui, un peu prétentieux, mais oui, parce qu'on avait fait R04. Et puis R04, on avait tout le temps misé sur 200 000 spectateurs, personne n'y croyait. Parce qu'à l'époque, les meetings, c'était 85 000, 100 000 sur un week-end. On avait eu 200 000, on avait eu 285 000 sur un week-end. Donc, fort de ce succès, quand on a refait R14, on s'est dit, là, on va faire quelque chose, on va faire plus grand. C'est pas plus grand sur le coup, mais on a élargi, on a fait 2 week-ends, et on a visé 2 fois 200 000, et on a contrôlé, on fait les entrées. Et on a eu la chance avec la météo, puis à la fin, c'était un succès extraordinaire. Mais on a tout planifié pour 400 000. D'accord. Et puis, alors justement, il y avait les week-ends, mais pas seulement, il y avait également aussi la semaine, où il y avait des petites démonstrations, je pense des entraînements aussi, où c'est accessible au public. Oui, tout à fait, les écoles aussi publiques, les écoles fait plein de choses sympas. Ce qu'on avait voulu faire de nouveau, c'était justement fort de R04, on voulait être sûr que les gens aient la place, qu'ils puissent venir. Donc 100 000 c'était beaucoup, mais on savait que ça jouait parce qu'on a vu qu'on avait eu 140 000 sur un jour en 04. Donc 100 000, on sait que ça jouait. Et on a voulu faire un peu l'inverse des grandes messes que sont Farnborough, Le Bourget, qui eux font tout le temps un espèce de salon de vente professionnelle la semaine, qui dure du mardi au vendredi. Et après, ils profitent de l'infrastructure pour faire un meeting. Et nous, on fait l'inverse. On fait 2 week-ends, on fait 2 meetings pour le public, 2 grands meetings, et on anime la semaine parce que tout est là. Donc on fait du statique, beaucoup de choses, beaucoup de visites avec des écoles interactives. Donc on a vraiment planifié autour des 2 week-ends, animer la semaine pour les écoles, pour la population, pour les gens. D'accord. Puis justement, vous parlez des écoles. Qu'est-ce que vous proposiez justement pour ces écoles qui venaient voir? Alors de visiter ce qu'il y avait sur place, de visiter les avions, le statique. On avait misé un très grand programme statique aussi, donc Static Display, c'est l'avion au sol. Un parc au sol, on voulait aussi d'unique aussi, de très grand, très important. Ça, c'était notre assurance météo. Parce qu'en fait, si on est sûr qu'on a un truc super au sol, on va attirer beaucoup de monde, même s'il ne faisait pas beau. C'était le but, donc on a fait une super expo au sol, il y avait l'armée qui était présente aussi, avec les moyens de l'armée, il y avait nos partenaires, nos entrepreneurs, Swissair était là, Pilatus était là, Solar Impulse était là aussi, on a eu une grosse antenne Solar Impulse à l'époque, c'était le début de Solar Impulse, et on avait mis ça en place sur place, faire une belle fête sur place pour que les gens puissent profiter, et surtout qu'on fête dignement ces 100 ans des forces aériennes, 50 ans de patrouille suisse, 25 ans du PC-7, c'était trois fêtes commémoratives importantes, et on voulait rendre hommage aux gens et puis que la population en profite. Oui. Parler de ces 100 ans ainsi que les 50 ans et 25 ans. Pourquoi c'était important pour vous de commémorer ces anniversaires qui étaient très importants? Pourquoi vouloir commémorer aussi fort? Bon, il y a le rendre hommage qui était très très fort en nous. Hein. Tous, comme pilotes de chasse, on est une fratrie, on est tous ensemble très très unis. L'histoire, l'armée de l'air a été créée en 1914. En 1941, on a créé le corps des instructeurs de l'escadre surveillance. C'était le seul corps professionnel militaire en Suisse en 1941. Donc on a une histoire, on a été, dans les guerres on a été engagés. Alors on n'a pas eu de guerre offensive, mais on a été engagés pour la surveillance de l'espace aérien. Donc de rendre hommage à l'histoire, aux avions, à la région, à tout le monde. Donc c'était pour nous, ça nous tenait à cœur très très fort. Et un centenaire, c'est pas rien. On est des vieilles forces aériennes d'Europe. Donc, et on a en même temps ces 3 jubilés qui étaient exceptionnels. La patrouille a été fondée en 1964, à l'occasion de l'Expo 64. Et puis aussi, à l'époque, c'était pour montrer la force de frappe de l'armée dissuasive. C'était montrer notre capacité sur une terre dissuasive, pour montrer que la Suisse était là, on est un pays neutre, mais on est là. Donc de rendre hommage aux élévateurs, au personnel, à tout ce qui se passe, ça nous tenait vraiment à cœur. C'était une belle opportunité de montrer aussi les capacités des forces aériennes.
La patrouille suisse en 2014, elle était là depuis déjà 50 ans. Donc elle voyage partout, elle est reconnue, elle est très appréciée, très admirée. Le PC Team, un peu plus jeune, mais aussi très admiré. Donc la patrouille suisse sur TIG, sur avion de chasse, avec l'ambassadeur de la Suisse, l'excellence, la précision, discipline. Donc ça, ils sont toujours très appréciés partout. Et puis après, pour que les gens... Alors on est apprécié, on est un pays neutre, on est un pays qui n'a pas de... On n'a pas de raison de ne pas venir ici, si on veut, il n'y a pas d'animosité avec nous. Donc à la base, on est sympa. Je dis c'est comme ça, mais c'est vrai. Et puis après, on a préparé le meeting. Ça veut dire que les années qui ont précédé, en tout cas, moi j'ai commencé personnellement en 2008 à réfléchir au meeting R14. Ouais. Et en 2010, l'équipe était mise sur pied. Donc on a 4 ans de préparation pour le meeting. Et puis pendant ces 4 ans, on a été voir les meetings et on a organisé, on est allé voir les gens qu'on voulait qu'ils viennent après. Donc on a assuré un peu une répartition d'un patrouille suisse partout pour dire on vient chez toi, mais après tu viendras. D'accord. Et puis l'amitié entre les aviateurs, elle est là. On avait la chance de connaître les dates très à l'avance, donc 4 ans avant, on a annoncé tu bloques les dates, tu viens là. On a fait le meeting de manière vraiment volontaire, fin août, début septembre, pour être hors tous les festivals de musique, pour être hors meetings internationaux, pour ne pas être en compétition. Parce que si vous faites ça en plein juillet, il y a les festivals le Montreux Jazz, donc on nous cannibalise du public, il y a en même temps Farnborough en Angleterre, donc nous on avait vraiment fait une date exprès, si on veut, où il n'y a pas d'autres compétitions, parce qu'on voulait être unique. Du coup, quand on fait une patrouille suisse, les Frecce, les Anglais, les Alfezan sont venus des Émirats. Quand on les fait venir, ils sont tout contents. On a c'est une bonne date et tout le monde a pu booker, a pu venir. Donc voilà, c'est un long travail de préparation, longue haleine, beaucoup d'amitié, beaucoup de coopération, de coordination internationale. Et puis à la fin, ils ont répondu présent. Et puis je crois qu'on leur a donné un joli cadeau parce qu'on a reçu des prix incroyables mondiaux de meilleur meeting. Alors j'aime pas dire le mot meilleur, mais on a vraiment fait quelque chose de bien, tout le monde était content, je crois que tout le monde a fait un wow, que ce soit les spectateurs, les invités, les militaires qui ont travaillé, les bénévoles, moi, tout le monde était époustouflés par ce qu'on a réussi à faire. Et on tire et on tire et on tire et on va tirer. Belle patrouille, belle tenue de patrouille, précis. Ja, wieder die Geschwindigkeit nimmt zu. Die Mindesthöfe der richtig geschwingt werden. Und 1, 2, 3. 2, 2, 3. 1, 2, 3. Superbe bombe. Alors on disait, vous avez pu accueillir de nombreuses patrouilles, teams. Est-ce qu'il y en a une qui vous a particulièrement marqué? Bon, les patrouilles, c'est difficile. Si on parle juste des patrouilles vraiment en démonstration, c'était marqué, je ne sais pas, mais c'est Alfezan qui est venu depuis. Ils n'ont pas tout le temps en Suisse. Hein. La première fois qu'ils sont venus, donc c'est impressionnant ça de les voir. Ouais. Et puis c'est une patrouille qui est neuve, qui était assez récente déjà à l'époque. Elle a été fournie par des pilotes des Frecce Tricolori. Alors en connaissant un peu l'aviation, on voyait qu'ils reprenaient un peu de leur figure, on voyait un peu aussi avec leur fumigène. Les avoris, c'était assez. C'était sympa d'avoir une patrouille qu'on ne voit pas souvent, donc c'était un petit peu plus exotique. L'Omsebach double maintenant à gauche. Et il laisse redescendre et il laisse même tourner un tour et demi ou 2 tours de vrille. Allez, ça tourne, le manche en avant, le pied à contre pour stopper la rotation. Allez, encore un tour et voilà, on stoppe. Bravo messieurs. Strömung liegt wieder an. Sie können wieder steuern. Dann in der Rückenfluglage der Solist und die Nummer 2. Für Sie hier vorgeführt. Andrea Diré, il più grande del mondo. Le plus grand palmier du monde. Die Palme von den Vereinigten Arabischen Emiraten. Hier in der Schweiz, hier in Payerne. Basic Flight, il est en train de chercher son stylo billy.
He's trying to find his ball point. So on the ground. Between the rudder pedals. Jetzt arbeitet er hart im Cockpit mit Seiten, wo der Hintergrund oder die As the jets go upside down now, ladies and gentlemen, this is where the pilots will see you waving. Let's give them a big wave. To the sky till 1,500. Bortoluzzi, the tail, white smoke, phony, number 10. So 3, 2, 1, ready for the first opening. C'est la première séparation des flèches tricolores, 4 avions à droite, 5 avions à gauche. In the center there is our solo. Bianchi dei 9 MB 339 e allora oggi qui a Payerne per l'Air 2014 vogliamo salutarvi con le parole del Con te partirò. Con te partirò. On avait fait un meeting, on a voulu aussi satisfaire tout le monde. Donc on a voulu, vous vous souvenez peut-être pas, mais on avait fait 4 thèmes. Sur chaque jour, on avait fait un thème. Il y avait le transport aérien à la fin, le dimanche. Oui. Il y avait l'attaque au sol, la chasse et puis la reconnaissance. On a mis des thèmes par jour pour que le vrai fan, il doit venir 4 jours. On voulait qu'il achète un ballon de 4 jours pour que le vrai fan, puis le public, monsieur tout le monde, mais il a toujours du plaisir. Puis après, il y a la patrouille des patrouilles. La patrouille qu'on a fait, patrouille P7 Team ensemble, ça c'était unique. Oui. Donc ça c'était des grands moments. C'était la première fois. Première fois. Et puis donc aussi exceptionnel avec une patrouille hélice, patrouille jet qui volent ensemble, avec. Ce qui était exceptionnel aussi, qui a marqué beaucoup de monde de l'aviation, on avait fait ce qu'on appelait les tableaux.
c'est qu'en fait, on a eu beaucoup de moments où on mélangeait les avions, des anciens, des modernes, des jets, hélicoptères, avec de la musique. On a fait beaucoup de choses un peu innovantes. Et puis ça, c'était vraiment quelque chose de marquant pour tout le monde. C'était un show qui était assez exceptionnel en ça. C'était pas juste des patrouilles qui passaient avec pas de pause, hein, quasiment du rythme. Donc le tout était bien orchestré. Et si vous deviez citer quand même un événement qui vous a particulièrement marqué? Bon, c'était il y a 8 ans, alors, si je réfléchis. Moi, il y a un petit clin d'œil qui était super. Ça fait j'ai deux anecdotes. Deux anecdotes peut-être. Il y a l'Airbus qui est venu à la fin. Alors, c'était un petit peu mon dada, parce que je rêvais de le voir une fois en Suisse. En 1997, j'avais la chance de m'occuper des opérations de l'Air Show à Sion. Puis là, je rêvais d'un 747 à Sion, on l'avait eu. Et puis là, je rêvais de l'Airbus. On a beaucoup travaillé avec Airbus pour l'avoir. C'était une histoire d'amitié avec des pilotes. Et puis il devait venir faire juste un passing en rentrant de Mulhouse. Et notre directeur des vols, il a fait la surprise, moi je ne savais pas, c'était une surprise totale. Pendant le meeting, il a fait une démonstration. Donc j'étais pas au courant. Et donc c'était un secret qu'ils ont gardé pour me faire plaisir, que l'Airbus a fait son show. Donc là j'ai eu beaucoup d'émotions parce que, il est venu et puis il a fait un show aérien. Donc c'était quelque chose de fort. Puis après, un clin d'œil que j'ai fait au directeur des vols, c'est qu'on a le Blériot qui a volé. Il était remis en état, c'est un Blériot qui venait de Suède. Tout remis en état. Et puis on avait acheté l'empennage vertical, on l'avait fait faire avec une croix suisse. Et puis donc il était refait pour nous, on l'a fait. Et puis quand il a posé à la fin, ça c'est moi qui ai fait une surprise au directeur des vols. Quand il a posé à la fin, les pilotes sont à l'avion, ils ont démonté l'empennage vertical et ils sont venus l'offrir au directeur des vols. Dans l'espace VIP, il y avait le conseiller fédéral Uli Moret qui était là, le commandant des forces aériennes. Puis on l'a offert au directeur des vols pour le remercier pour le meeting. Et il l'a gardé comme souvenir. Alors, des anecdotes comme ça qui étaient super sympas. Je pense qu'il y a dû y avoir beaucoup d'émotions à ce moment-là. Ouais, là, il y a eu des moments forts. Là. Et puis, ils ne s'attendaient pas. Comme moi, on s'est fait une petite surprise. Wow. Puis après, en vous parlant, une idée me revient à l'esprit aussi. Tout à la fin, on a fait vraiment la surprise qui était pour tout le monde. C'était pas annoncé à nulle part. Le dimanche, à 4h, 5h moins quart, juste avant la fin du meeting, on a fait venir 3 escadrilles de tigres qui ont mis le sang dans le ciel. Et puis là, c'était très fort d'émotion parce que j'étais tout devant, là, juste devant l'espace, tout devant, j'ai les arbres qui sont un peu montés. On a cette patrouille qui était pas, personne ne savait, c'était une surprise pour tout le monde, si on veut, pour le public, pour tout le monde. Donc le son qui a passé dans le ciel, ça c'était aussi quelque chose qui a marqué la fin, pas eu d'incident, grand beau, du monde partout. Là, il y a eu le relâchement qui était impressionnant. J'imagine, puis même moi qui étais dans le public, c'était un moment qui était très fort, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait pas, et on voit passer ça, c'était vraiment, c'était les 100 ans, et là, on a pu le voir écrit dans le ciel, c'était marqué dans le ciel justement, la tête dans les nuages. Ah, c'est super. C'était le dernier truc, surprise. Et puis, c'est pas si évident à faire. Hein. Il vient de bases aériennes différentes. Il fallait logistiquement réaliser, les faire décoller. Ils n'ont pas beaucoup d'essence. Et décoller, se mettre ensemble, faire le chiffre 100, s'entraîner. Puis passer avec ce 1-0-0, c'était quelque chose de sympa. Là. Il y avait également les parachutistes suisses et anglais qui ont sauté lors de ce meeting. Vous, en tant que pilote, quel regard vous portez sur eux ? Bon, comme pilote, anecdote, on n'aime pas sauter en avion, on veut que ça vole, hein, donc un parachutiste, c'est quand il saute. Mais autrement, au niveau du show aérien, que j'ai dit avant, on avait la reconnaissance, la défense aérienne, l'attaque au sol. Donc la reconnaissance, nous, c'est nos éclairs parachutistes, c'est des reconnaissances. Ils peuvent sauter un peu n'importe où et faire de la reconnaissance. Nos troupes spéciales font du parachutisme aussi. Donc c'est un moyen des forces aériennes, c'est un moyen important. Des forces aériennes, donc quand ils sont venus, ils montrent ce qu'ils savent faire, ils montrent leur précision, ils apprennent, ils savent voler, ce qu'on voit en fait, ça montre comme ils manipulent leur avion, leur aile, leur parachute, comme ils savent se déplacer, bouger au sol rapidement. Donc ça montrait de nouveau les capacités des parachutistes. Et puis comme anecdote aussi, là, on voulait mettre un gros drapeau suisse, enfin, si vous vous rappelez, ils ouvraient avec l'hymne national suisse. Oui. À la pause, et puis on voulait vraiment mettre ce marquage de l'hymne national suisse avec le drapeau suisse. Et c'était aussi, on va dire, une surprise, parce qu'en Suisse, on n'avait jamais fait ça. Et c'est très compliqué de sauter avec ce grand parachute, parce qu'il ne faut pas qu'il s'emballe, qu'il s'enroule avec l'aile. Donc on avait été à Oshkosh, au grand meeting Oshkosh, aux États-Unis, au nord de Chicago, et on avait vu là qu'ils sautaient avec des immenses drapeaux. On a pris les contacts avec eux, les troupes spéciales anglaises justement. Et puis c'est avec eux qu'on a fait des échanges pour ensuite sauter avec d'abord un bout de tissu, parce qu'il y a une pierre en bas. Donc quand ils sautent, il y a une pierre qui tombe en bas, il y a une pierre qui est accrochée pour que ça tende le câble. Puis après, il y a un autre
manche pour qu'il reste bien déployé. Donc c'est pas si simple à faire, c'était du gros travail, de longue haleine aussi. Puis à la fin on a commandé 6 11 drapeaux suisses, il sautait avec l'hymne national suisse, donc c'était un grand moment aussi, hymne national, les parachutistes. Lors d'R14, on a eu l'occasion de voir voler le Messerschmitt 262. L'un des premiers avions à réaction, c'est le dernier en vol d'ailleurs, sauf erreur. Quelle émotion quand vous l'avez vu voler? Même chose, passionné, c'est l'aviation, c'est l'histoire. Puis ils l'ont gardé volant, donc l'avion, c'est pas évident. Le pilote qui a volé, c'était un copain, c'est un gars qui a le droit de voler dessus, donc on a fait venir un copain qui vole dessus. Donc ouais, beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Puis encore une fois, personnellement, c'était le tout. Bon, moi, comme l'interview et moi, je dis ce que j'ai pensé moi, hein, le tout, ce meeting, d'avoir pu mettre sur pied ce meeting avec tous ces avions, avec cette histoire, avec chaque fois une petite touche d'histoire, avec une patrouille qui montre la précision, la discipline. Moi, j'aime pas le côté show aérien, donc une patrouille qui montre la discipline, la rigueur, la précision, les prestations qu'on sait faire. Après, on a un avion qui met l'acrobatie individuelle, qui montre l'art de l'aviation civile peut-être, de ce qu'il sait faire. Un transporteur qui vient, qui nous montre comment ces gros avions peuvent quand même faire des figures incroyables avec une montée en spirale qui a fait l'Air 380, des virages serrés. Après, on a les parachutistes qui montrent ce qu'ils savent faire. Des vieux avions, le Blériot qui vient, on ne sait pas comment il tient en l'air. Il y avait Solar Impulse qui était là aussi, qui est tout nouveau. Le Messerschmitt qui vient historique. Les hélicoptères qui étaient là. Beaucoup d'hélicoptères aussi, transport, les nôtres, des étrangers. Hélicoptère qui fait du looping. Ça, c'est incroyable. Un looping hélicoptère, c'est vraiment spécial. Donc, pour moi, ce qui était magnifique, c'est qu'on a réussi à mettre toute la palette de ce qu'on voulait mettre. On a réussi sur 4 jours, sur 10 jours, mais sur 4 jours de week-end, de mettre cette mise en scène, si on veut, que le soleil était là, le public était là, puis ce tout était pour moi la forte émotion, quelque part, vraiment le tout. Et puis après, chacun, c'est clair, il y a chaque fois une histoire, il y a un truc spécial, là on est content, là on est content. Mais c'est cette mise en scène du tout qui était le wow, c'était vraiment la magie du tout, de ce spectacle. Le spectacle, c'est pas le show, j'aime pas ce mot show, hein, c'est pas ça, mais c'est le spectacle, les 2 semaines qu'on a pu offrir à la population suisse. Parce que voilà, vous nous précisez bien que voilà, vous ne vouliez pas appeler ça show R14, enfin, c'est vraiment... Pourquoi? Parce qu'un show, pour vous, c'est quoi finalement? Ça vous inspire quoi ce mot show? Mais un show, je trouve qu'à l'américaine, c'est un peu showtime. Ça veut dire, on y va, on démontre et tout, puis c'est très spectaculaire, c'est très marketing commercial, showtime. Et puis là, un meeting aérien militaire, d'où le nom R14, c'est de trouver un nom qui soit international, où il n'y a pas besoin de traduire quelque part. Et puis, encore une fois, les militaires, selon ma perception, c'est pas du show. On fait une démonstration, ouais, pas forcément carrément, on démontre les moyens qu'on a, on démontre ce qu'on sait faire. La spécificité de l'avion militaire, c'est des missions aériennes, c'est de la précision, c'est du détail, c'est le parachutiste qui pose au bon endroit, c'est l'hélicoptère qui lâche ses médicaments au bon endroit, c'est la police aérienne qui intercepte au bon moment, au bon endroit, discipline, rigueur, c'est ce qu'on montre. Donc on montre les capacités, la précision, en allemand les Fähigkeiten, les capacités de nos forces aériennes, d'où je ne perçois pas tellement ce mot show, c'est pas showtime. Si on va un show Red Bull, c'est du show. Oui. On vole à l'envers, on fait des tours, les Américains ils font des shows, ils volent à l'envers avec l'empennage arrière qui casse un câble avec 2 filles qui tiennent une rose ou je sais pas quoi. Ça c'est du show. Ouais. Les Wingwalkers qui étaient là avec le Breitling Jet Team qui volaient, qui sont sur l'aile, ça c'est du show, cette partie. Mais les militaires, on ne fait pas du show. On montre
capacités de ce qu'on sait faire. Et puis justement, on parlait justement de ces avions historiques, donc notamment le Blériot. Je pense déjà que le pilote, quand il est monté dedans, il devait peut-être pas forcément être rassuré, parce que comme vous disiez, on ne sait pas trop comment ils volent encore. Mais d'où ma question, en fait, c'est, on sait qu'ils sont ici en Suisse, mais ils proviennent d'où? D'ici, de vos hangars, des musées, où c'est que vous avez été les chercher? Alors, peut-être juste pour corriger avant, je ne sais pas comment il vole, c'est juste le vent, il y avait du vent et tout, c'est comment il tient en l'air, mais le fait qu'il vole, il vole. Oui. Il y a des tests, ça c'est tout au point. Après, il y a beaucoup de... Ici, le musée Kleindel vole encore avec un Mirage. Donc c'est plein de fans, c'est plein d'associations, plein de groupes de maintenance d'aviation, de patrimoine. Il y en a partout, à Docks en Angleterre, il y en a en Allemagne, il y a des fans privés qui gardent un avion pour eux. Donc c'est toujours des fans, des passionnés qui les maintiennent en état, qui les gardent. Et le Blériot, on voulait avoir celui qu'on a nous une fois, puis celui qui était en état de vol, qui vole encore, où le pilote sait le voler, garde la licence, il était suédois. Donc il est venu avec sa remorque, avec sa voiture, et puis sa tente de camping, il est venu en Suisse depuis la Suède pour venir avec l'avion, puis nous faire montrer son Blériot. D'accord. Voilà. Donc il est venu en tant qu'invité. Oui, on l'a invité pour venir nous montrer son Blériot. Et puis après, les meetings, peut-être l'aspect financier, les meetings, les bonnes relations qu'on a, si on veut, entre armée de l'air, on n'a pas d'échange d'argent, mais le fuel est offert pour le vol. Mais il n'y a pas d'échange d'argent, si on veut, il n'y a pas une pression à payer justement, alors que des privés, on paye la prestation parce qu'ils vivent de ça, donc on loue leur avion, on loue la prestation. Mais entre militaires, c'est un échange en fait, ils viennent... ouais. Après, il y a de nouveau quand même des compensations. Sur une patrouille qui vient avec 150 personnes, on n'invite pas tout le monde. Mais parce qu'il y a des processus, des accords où on se met entre nous. Mais en gros, sur le principe, si on invite quelqu'un, on l'invite. Puis après, on lui offre l'essence, mais on invite aussi les voitures, l'hôtel. Il est invité, mais la prestation elle-même n'est pas payée. On paye juste les frais. Parce qu'après, justement, là, vous me parlez comme quoi vous les logez, etc. J'imagine que ça aussi, ce côté-là, ça a été quelque chose de long à mettre en place parce que là, on parlait vraiment du meeting en lui-même. Mais je pense qu'il y a aussi tous les à côté, justement, faire venir tous ces pays, les loger. Je pense que ça a été aussi une logistique assez monstre. Oui, il y a toute la logistique. Alors, il faut trouver les hôtels. La région, il n'y a rien ici directement. Alors, les Suisses, même sur les Suisses, on voit ça tout petit. On avait Payerne, il faut être logé à Payerne. Mais nous, on était à Lausanne, on était à Yverdon, on était à Neuchâtel, on était à Fribourg, donc Berne. Il n'y a pas besoin de rester vraiment sur Payerne. Pour un étranger, pour une demi-heure pour le meeting, c'est rien. Pour 1 heure, c'est rien non plus. Donc on a, logistique, il y a une équipe qui était chef de l'hôtellerie, des hébergements. Donc ils ont été chercher des offres d'hôtels, puis ils ont été réservés à l'avance, des hôtels pour les patrouilles, pour les pilotes. Et puis on a exprès cherché de ne pas remplir les hôtels de la région. On était plus loin exprès, pour des gros. On a pris des hôtels qui étaient un peu des hôtels plus grands à l'extérieur, pour que les petits hôtels de la région puissent profiter au tourisme, qui reviendrait peut-être une fois. Et puis, donc là, on parlait logistique, et puis on parlait au tout début, justement, vous avez fait tous ces stands. Moi, j'ai souvenir justement qu'il y avait le stand de la team française, donc il y avait directement les pilotes qui étaient présents. Moi, personnellement, j'ai trouvé vraiment super cette proximité qu'on a pu avoir avec eux, justement, de pouvoir aller à leur rencontre, discuter. Pour moi, ça a été un échange juste extraordinaire, parce que jusque-là, j'avais pas eu contact directement avec un pilote d'un avion de chasse, donc c'est vrai que j'ai trouvé ça extraordinaire. J'en garde un super bon souvenir d'ailleurs. Et puis, donc, ce que je trouve génial aussi, c'est qu'ils ont joué le jeu. Ils se sont posés au stand, moi je suis repartie avec mon sac et tout, j'étais super heureuse, comme une vraie gamine. Et puis justement, donc là vous avez vraiment aussi mis le côté, l'accent aussi sur le sol, parce qu'il y avait le côté aérien qui était juste extraordinaire, mais il y avait aussi tout ce qui était au sol. Là. Ouais, on voulait justement mettre au sol, on voulait faire comme un salon, comme vous allez à la palais, que vous allez au salon de la voiture, au sol il y a plein de choses. On voulait vraiment mettre ça au sol.
Et puis les pilotes, c'est une tradition un peu. Les pilotes viennent avec leur stand. La patrouille, c'est aussi un stand. Quand il est à l'étranger, il y a un stand. Et puis on aime bien faire ça. La patrouille vient, on est, elle signe l'autographe. Donc avec le public, on a fait ça. On avait un espace VIP qui était exceptionnel, 1400 personnes, hein, qui était très caché du public quelque part, mais il y a 1400 personnes par jour. Et puis dans l'espace, on l'avait mis juste au bord de la piste du taxiway, sans barrière, sans rien, pour que justement l'invité un peu privilégié, si on veut, il voyait les avions devant lui qui passaient et tous les pilotes mangeaient avec nous. Wow. Donc tous les pilotes mangeaient avec, ils étaient mélangés avec. Ouais. On voulait cette proximité pour justement faire vivre une expérience unique et puis profiter. Puis on l'a aussi fait dans le grand public pour qu'il y ait ces visites avec des pilotes, qu'on puisse toucher les pilotes, parler avec eux, discuter avec eux. Alors là, on est au cœur du musée, où il y a tous ces modèles exposés. Votre tout premier modèle sur lequel vous avez volé, ce qui se trouve ici? Alors, il y a le P3, il n'y a pas de P3 ici. Je crois que c'est un avion à hélice d'abord. Ouais. Et puis après, j'ai le PC7 qui est là. Donc c'est celui que je vole encore aujourd'hui. Ça, c'est l'ancien modèle des débuts. Et puis on l'a encore maintenant qui a été mis à jour, adapté. Là, il y a un cockpit encore, qui est un cockpit... voilà, il est comme ça, c'est un cockpit... traditionnel si on veut, et puis le nouveau cockpit qu'on a, il est digital, il a des écrans, on appelle ça Glass Cockpit. Et puis j'ai la chance de voler quelques fois sur le Hawk, mais surtout j'ai volé sur le Vampire. Le Vampire était notre avion d'école, donc j'ai encore passé sur Vampire à l'époque, juste avant qu'on achète le Hawk, donc je suis encore un vieux pilote qui a eu la chance de voler sur Vampire. Puis après j'étais sur le Tigre F5 longtemps, et le Mirage 3, le Mirage 3S, avant de passer sur F18. D'accord. Et parmi tous ces modèles que vous venez de nous citer, vous avez une préférence pour un? Mais je crois que comme pilote, on est tous. Je réponds toujours à la même réponse, c'est que l'avion qui était mythique, c'est le Mirage 3. Donc au niveau commande de vol, le Mirage était vraiment mythique. Mais bon, ça fait un petit peu déjà vieux quand je dis ça, passait tellement vieux. Mais c'était un bel avion qui volait bien, super mythique. Et après, le F18, qui a la puissance, qui était exceptionnelle. Donc les deux étaient super à leur style. Puis l'anecdote que je raconte, c'est comme j'ai une Ferrari. On vous donne une bonne vieille Ferrari qui est super, ou bien pour une Tesla. Et puis laquelle est le mieux, c'est difficile à dire. Il y a deux plaisirs différents, il y a deux choses différentes. Mais c'était vraiment de loin les deux, le Mirage F18. D'accord. Alors Yann Le Guen, on est de retour ici au musée Clindel. On dit souvent que pour devenir pilote, c'est une vocation qui nous vient depuis le plus jeune âge. Est-ce que c'est quelque chose que vous diriez que c'est vrai, ou bien c'est venu plus tard? Pour mon cas, c'était vrai. Alors, moi, c'est depuis l'âge de 6 ans que je jouais pilote. J'ai eu une ligne très, très claire, toute ma vie pilote. Jusqu'à l'âge de 16 ans, je jouais pilote de ligne. Après, j'ai fait du planeur d'abord. Et puis, après, j'ai fait des cours IAP à l'époque. C'est des cours de formation qui sont faits avec l'Aéroclub Suisse et puis les forces aériennes. J'ai fait ça à 17 ans, 18 ans. Et puis, là, j'ai fait le premier cours. Là, c'était déjà très structuré avec une mission, briefing, débriefing, objectif, atteint, pas atteint. J'ai trouvé passionnant. Et depuis là, j'ai switché militaire tout de suite. Donc toute ma vie, je vais être pilote, et puis la chance que j'ai pu faire. D'accord. Et puis, alors justement, je sais que le cursus pour devenir pilote de chasse est long. D'abord, sauf erreur, il faut passer par le grade de capitaine pour ainsi après voler dans un FA-18 par exemple, c'est juste? On doit faire d'abord, maintenant, être officier d'abord. On doit d'abord faire l'école d'officier, mais pas capitaine, juste on fait l'école d'officier. Et puis après, on peut devenir pilote. Mais on fait ça en parallèle. Les sélections pilotes militaires, les sélections sur le PC7 pour arriver, on les fait en parallèle. On devient officier. Dès qu'on est officier, on commence la formation pilote militaire, qui dure après environ 2 ans. Mais le tout jusqu'à être opérationnel sur 18, c'est environ 8 ans. Du début jusqu'à l'opérationnel. Opérationnel, ça veut dire qu'on vole sur l'avion, on a fait plusieurs cours sur l'avion, plusieurs entraînements, puis on est vraiment autonome dans plusieurs positions opérationnelles, quoi. Le tout du début jusqu'à la fin, c'est entre 6 et 8 ans. Ça dépend un petit peu de la formation au début, mais c'est quasiment la durée de la formation. Mais à 100%. À 100%, ouais, à 100%. Ah ouais. Et puis après, on est pilote. Puis maintenant, on ne forme plus que des pilotes professionnels. À l'époque, on faisait des pilotes de milice. Maintenant, on forme que des pilotes professionnels, donc ils sont professionnels. Et seulement après un nombre d'années qu'on peut partir dans le civil pour faire milicien comme à l'époque. Mais on ne restera pas milicien sur F18. On va partir sur Tigre encore maintenant, ou bien d'autres tâches, mais plus sur F18, comme milicien. D'accord. Donc le processus pour devenir pilote de chasse est long. J'imagine que quand vous avez pu effectuer votre premier vol en FA-18, ça a dû être quelque chose d'imaginable, d'indescriptible. Je sais que quand on pose la question aux pilotes, souvent on nous répond, c'est une sensation qu'on ne peut pas trop expliquer, mais est-ce que vous pouvez quand même essayer de nous donner quelques mots? Comment ça s'est passé votre premier vol?
Comme militaire, ce qui est peut-être difficile à comprendre aussi, c'est que la formation est tellement rigoureuse, on va dire, que le premier vol, c'est quasiment planeur, moi, le premier vol, c'est quand je commence à 16 ans, c'est pas encore militaire. Quand je suis en l'air, on est en l'air, sensation, mais le premier vol, on est en double commande. Donc c'est juste sensation d'être en l'air. Voilà, c'est peut-être comme un premier vol en passager. Au début, on est en l'air, on voit de haut, waouh, c'est super sympa. Premier vol. Après, ce qui est passionnant, c'est le vol seul. C'est-à-dire on est seul en l'air. Planeur, je suis seul en l'air, je maîtrise moi la machine, je peux piloter tout seul. C'est comme en voiture, je roule la première fois tout seul, je suis seul, quand il n'y a plus un gars à côté qui me surveille, ou une femme, donc je vole seul. Après la formation pilote militaire, on a des rêves, d'étapes. Alors on passe d'avion à hélice, on est sur PC-7, après on passe sur un chasseur. Moi j'ai volé sur le Vampire, c'était un vieil avion encore, mais la première fois qu'on est dans un jet, puis ça vole beaucoup plus vite, ça décolle, ça monte vite, c'est des impressions incroyables, quoi. C'est la vitesse, la grandeur. Mais de nouveau, c'était tellement rigoureux qu'on n'est pas dans le plaisir pur de dire je suis passager, ah c'est génial, j'ai une mission, j'ai une tâche à faire, on est concentré pour la faire, pour la réussir. Donc, mais il y a cette satisfaction d'y arriver, après on est lâché seul, de nouveau j'y arrive seul, après on passe sur un avion de chasse, le F5, qui est un avion de combat, de chasse, on apprend de nouveau le lâcher seul, on apprend ça va plus vite encore, c'est plus précis, c'est des jets, beaucoup de jets, c'est impressionnant. Mais c'est chaque fois des étapes où en fait il y a chaque fois un petit peu plus. Donc c'est pas de rien à wow, F-18, il y a toujours un peu plus. Puis à la fin de F-18, on a cette nouvelle machine, on va sur le simulateur d'abord, on apprend à voler le simulateur, on va dans l'avion, on vole avec, donc beaucoup de sensations, mais c'est pas un choc de zéro à tout. C'est une progression, puis donc c'est plutôt la satisfaction d'accomplissement, de y arriver, de réussir, la confiance que la confédération qu'on a en nous. J'ai une machine F-18, c'est des sommes faramineuses. Donc on est cet avion, on maîtrise, on sait faire. C'est plutôt la satisfaction d'y être arrivé. Ouais, personnel, de se dire bah voilà, maintenant je suis pilote de chasse, c'est toutes des étapes à franchir les unes après les autres. Comme on disait, le cursus est long, donc je pense qu'après être arrivé à ce stade, je pense que vous avez quand même une grande fierté. C'est fierté, satisfaction. Puis après le vol, alors c'est tous les jours le vol. Moi je vole encore maintenant, chaque fois qu'on est en l'air, c'est magnifique parce que d'avoir la chance de voir le monde de l'air tout le temps, quand j'étais opérationnel tous les jours, on est toujours au soleil. Vous êtes dans la pluie, nous on va au-dessus au soleil tous les jours. Donc tous les jours au soleil, donc on voit le monde différemment, on voit d'en haut, il y a plus de recul sur la vie, sur plein de choses. Donc ça c'est plutôt le fait d'être tout le temps en l'air qui est magnifique. Et après ces machines qui vont sur le dos à l'envers tous les sens, de pouvoir bouger dans notre dimension, c'est quand même ça c'est phénoménal, c'est comme un oiseau qu'on peut. Ça c'est quelque chose, la liberté de se sentir en l'air, de pouvoir. Mais de nouveau en tant que pilote militaire, on le fait pas souvent de côté. Amusement, parce que c'est pas comme ça, on est en train de faire une mission, mais si on prend du recul un peu, on fait un looping, on fait du combat aérien, on se trouve dans tous les sens, la réflexion de ce qu'on fait, c'est incroyable. Vous me parliez de mission, donc le travail premier de l'aviation suisse, c'est de couvrir l'espace aérien suisse. Pourquoi est-ce que ça vous tient tant à cœur ? Bon, moi, je suis un fan de l'État, je suis un fan de l'État de droit, je suis un fan d'avoir un État neutre, un État qui est souverain, État de droit. Il faut qu'on se donne des moyens. Et puis, un des moyens, c'est l'aviation. C'est un des moyens, c'est pas le seul, mais il y a la politique, il y a plein de choses. Mais d'avoir une défense aérienne qui est là, c'est important. Je crois de montrer qu'on est là, qu'on est présent. Après, il y a différentes missions. Et puis, au travers du temps, les missions sont différentes. On a eu d'attaque au sol longtemps avec le Hunter, on a arrêté après. Donc, on n'a plus de soutien aux forces terrestres, on a arrêté l'attaque au sol. On a fait essentiellement la défense aérienne avec l'F-18. On revient à l'attaque au sol avec le F-35 après, mais on reste sur de la défense aérienne. Puis la défense aérienne, il y a en gros deux tâches. C'est la police aérienne, c'est la surveillance d'espace aérien, police aérienne, après la défense aérienne. Et puis dans ce qui est de la police aérienne, c'est devenu depuis le 11 septembre 2001 une mission qui est de nouveau très d'État régalienne, qui est là tous les jours. Puis on assure la surveillance qui est d'une part c'est pas une menace directement aérienne militaire parce que c'est pas, alors l'actualité est un peu différente de ces temps, mais c'était pas une menace sur un avion de chasse qui va venir en Suisse. Par contre, c'est surveiller l'espace aérien, qu'il n'y ait pas d'avions qui d'une part menaçants peut-être, qui sont depuis le 11 septembre peut-être des avions de transport, qui sont, alors il n'y en a pas tous les jours, mais ça peut être un risque. Puis après, il y a la police aérienne qui aussi l'aide. C'est-à-dire qu'un avion qui est en panne, il a une panne radio, on va l'intercepter, on l'aide à redescendre, à atterrir. Donc c'est ces missions d'État régaliennes qui sont des belles missions, on va dire. C'est des missions au nom de l'État pour montrer qu'on est là, montrer qu'on est souverain, puis qu'on est capable de gérer notre espace aérien. Parce que justement, là, vous parliez d'aider un avion en difficulté. Ça, c'est des choses qui arrivent couramment ou c'est plutôt rare comme situation ?
Non, alors couramment, c'est pas couramment, mais c'est analogie sur la route, c'est pas couramment que le TCS doit venir par rapport au nombre de voitures. Par contre, sur une montre, il va vous dire des chiffres, mais sur le millier de voitures qui passent chaque jour, c'est pas souvent que le TCS intervient. Mais il doit être là quand il y a besoin. Donc nous, c'est un peu la même chose. Sur tout ce qui passe, c'est pas tous les jours. Quoique c'est pas loin, mais c'est pas tout le temps une panne, c'est pas tout ces interventions, c'est contrôler si celui qui vient. On a comme des droits de douane, si on veut en l'air, l'avion va passer, il y a une diplomatic clearance, on appelle ça, autorisation diplomatique de passer, un avion étranger qui voudrait venir, qui est non civil. Il va passer en Suisse, ça peut être du transport de médicaments, ça peut être de l'aide, ça peut être n'importe quel moyen qui demande l'autorisation. Si on lui dit oui, tu peux passer, on dit oui, tu passes avec tel avion, on va contrôler si c'est le bon avion. Comme ils doivent en Suisse, ils vont contrôler au sol, vous rentrez de France, et je vais acheter plus de viande, moins de viande, on contrôle si ce qui passe ou pas est juste, pas juste. On montre que l'État est là, puis que l'État est un État de droit, qu'il y a des règles à suivre. Et puis, donc on a parlé du passé, plus ou moins du présent. Et vous, votre futur, vous le voyez comment? Alors moi, je suis aux forces aériennes maintenant, je suis un fan des forces aériennes. J'ai fait une petite pause entre-temps, j'étais directeur des Olympiques de la jeunesse. Ça, c'est venu après R14, donc on m'a approché pour me dire, vu que j'aimais bien organiser, puis j'avais fait ça avec grand succès, on m'a demandé si j'étais intéressé à faire ça, c'est aussi ma passion, donc j'ai accepté. La Confédération était d'accord de faire un arrangement avec moi, donc j'ai pu quitter les forces aériennes pendant 4 ans et demi, 5 ans presque, pour occuper des Jeux. Et j'avais un arrangement de revenir, donc je suis venu aux forces aériennes. Maintenant, je m'occupe des relations internationales pour les forces aériennes, qui a un job passionnant actuellement avec tout ce qui se passe internationalement aujourd'hui, avec l'avion, avec le monde maintenant. Et puis l'avenir, on verra. D'accord. Alors justement, vous nous avez parlé des JOJ de 2020, c'est juste. Voilà, vous nous avez dit que vous étiez passionné parce que vous êtes sportif. Comment ça se fait que vous avez quitté la base aérienne, justement, le côté militaire, pour vous lancer là-dedans, justement? Bon, l'histoire, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir faire plusieurs meetings, le 91, le 97 stations, j'avais R04, R14. Voilà, personnellement, j'aime bien faire ça, j'aime bien être les équipes, j'aime bien qu'il y ait des équipes en avant. Et puis on m'a approché pour me demander si j'étais intéressé, si Lausanne lançait les Jeux, de faire ces Jeux, parce qu'il fallait les langues internationales, la connaissance du politique, du commercial, de l'événementiel. Et puis je suis un fan de sport, je trouve que la Suisse a besoin de grands événements, je trouve que c'est essentiel, il faut qu'on a un petit pays, on doit se montrer de manière professionnelle, on doit être... justement avec le meeting, on a montré les compétences de la France suisse, on a montré ce qu'on sait faire. Les Olympiques de jeunesse, on montre qu'on s'est organisé. Il y avait 1900 athlètes quasiment qui sont venus. On avait 90 nations qui viennent, il y a du monde qui est là. Il y a beaucoup de télévision, donc montrer ce qu'on sait faire. Moi, je trouve que c'est important. Là, j'ai besoin de faire ça. Et puis j'adore organiser des choses comme ça. Puis on m'a approché, donc j'étais d'accord tout de suite. Mais on est d'accord avec les forces aériennes parce que ma passion est ici. J'aime les forces aériennes, j'aime l'aviation. Donc vous avez réussi à concilier les deux pendant un temps, et puis après maintenant vous êtes de retour ici. Voilà. Écoutez, Yann Logan, je vous remercie infiniment de nous avoir reçus, de nous avoir fait partager votre passion, d'avoir reparlé des R14. Et puis, merci. Merci à vous. Merci.